bonjour. Et dépendamment du pays duquel vous êtes connecté, c'est un vrai plaisir pour nous donc de vous souhaiter la bienvenue à cette 24e session de la série Innovation que nous organisons conjointement avec la PAFO, donc qui est l'organisation panafricaine des agriculteurs. Et c'est une organisation donc, qui rassemble les organisations paysannes et du continent africain et porte leur voix donc, et défend également leurs intérêts donc, dans les grands débats politiques et économiques. Cette session est également organisée avec le COLID, donc, qui est une organisation internationale à but non lucratif et accompagne donc depuis plus de 50 ans les filières agricoles et agroalimentaires en Afrique, sur les Caraïbes, dans les Pacifiques, avec un fort engagement en faveur de la durabilité et du renforcement des capacités. Je suis Arefa Soklou, chargée du projet au département réseau et alliance du COLID et je suis basée au bureau du Togo. Et j'aurai vraiment l'immense plaisir de pouvoir assurer la modération de cette session aujourd'hui. Je rappelle notamment que la série Innovation est organisée depuis 2020 aujourd'hui et nous sommes à la 24e session, comme vous l'aurez remarqué. Et cette série met en avant les différents réussite des entrepreneurs africains et leurs innovations qui transforment l'agriculture. Donc, l'objectif est vraiment de pouvoir favoriser le partage d'expériences, les échanges donc, entre les acteurs et la diffusion donc, de modèles durables pour bâtir des systèmes alimentaires beaucoup plus inclusifs, résilients et en Afrique et partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, je profite encore de cette énième occasion pour remercier donc, la PAFO qui nous accompagne depuis plusieurs années dans cette aventure qui a déjà beaucoup fait du bien donc, à plusieurs entrepreneurs, organisations en Afrique notamment et partout ailleurs. Et avant de commencer officiellement la session, nous souhaitons rappeler quelques points pratiques donc, pour assurer le bon déroulement de la session. Donc, notez que la session se déroule, elle est disponible en anglais, en français et en portugais. Donc, vous avez le choix donc, de décider de la langue dans laquelle vous souhaitez suivre le reste de la session. Donc, en cliquant juste sur le globe en bas de votre écran, donc vous sélectionnez la langue de votre choix. Et notez, comme vous l'aurez déjà remarqué, que la session est enregistrée et sera mise en ligne donc, sur YouTube. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir y revenir et toutes les ressources qui seront utilisées, notamment les présentations des panélistes, les points clés résumés que nous allons faire à l'issue des échanges que nous aurons cet après-midi seront disponibles donc, sur notre plateforme AgriNovatos, pardon. Et je pense que ma collègue se fera un très plaisir de mettre le lien dans le chat. Donc, nous vous encourageons vivement à visiter donc, cette plateforme et l'utiliser sans modération. Et n'hésitez pas aussi à interagir donc, avec nos panélistes, donc nos intervenants de cet après-midi, et en leur laissant des questions dans l'onglet questions et réponses que vous allez voir donc, au bas de vos écrans. Laissez vos questions au fur et à mesure que les présentations sont délivrées. N'hésitez pas à laisser vos questions et nous prendrons beaucoup de plaisir à y répondre à la fin de la session. Notez que cette session se déroulera en deux phases. Donc, dans un premier volet, nous aurons un panel donc, qui rassemblera quatre entrepreneurs qui font des merveilles donc, dans leur secteur et qui impactent le continent avec leurs innovations et leurs réalisations. Et ensuite, nous allons écouter deux experts qui viennent des organisations partenaires donc, qui soutiennent le développement des entreprises agricoles et sur le continent. Et donc, pour ouvrir officiellement donc, la session de ce soir, nous allons donner la parole au délégué général du COLID, donc, qui est M. Jérémy Knops. Donc, il a rejoint donc, l'organisation depuis 2009 comme expert en normes et en certification pour les producteurs et exportateurs des fruits et des légumes dans les pays ACP. Et il y a occupé plusieurs responsabilités donc, avant de devenir, depuis 2019, le délégué général du COLID. Jérémy, je vous laisse la parole pour votre mot de bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Awefa. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à chacun d'entre vous en fonction de là où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe et au-delà. C'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette 24e session de la innovation réalisée par PAFO en collaboration avec Colide. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir poursuivre cette aventure, comme Aofa l'a mentionné, qui souligne les innovations remarquables et le succès des petites et micro-entreprises africaines et les producteurs.
Le sujet d'aujourd'hui, innovation et adoption des technologies par les entrepreneurs, je pense que c'est un sujet qui est vraiment venu à point. Nous savons que le secteur agroalimentaire en Afrique et son industrie agricole est vraiment le squelette des économies du continent et contribue à peu près à un tiers du PIB et fournit euh, 60% de la main-d'œuvre. Bien entendu, un nombre de questions qui sont toujours à l'ordre du jour. Les importations qui représentent plusieurs milliards de dollars par an, c'est un paradoxe qui est encore accru par l'impact croissant du changement climatique. Juste pour mentionner ce sujet, et son impact sur l'agriculture en termes de sécheresse, d'inondation, des pluies, des températures qui augmentent. Et ceci met une pression supplémentaire sur les écosystèmes qui sont déjà fragiles de par eux-mêmes. Maintenant, à côté de ces défis, je voudrais souligner l'importance d'une transformation évolutive des systèmes agroalimentaires. Il nous faut avancer dans ce sens parce que non seulement sur le continent africain, mais dans le monde entier, pour qu'on ait des systèmes agroalimentaires durables, résilients et plus inclusifs. Et ça, c'est la mission du COLID, de contribuer à cet objectif. Le COLID et ses partenaires ont considéré que les entrepreneurs en Afrique et dans d'autres pays sont déjà en train de travailler en ce sens par l'innovation et technologie. Nous avons vu des systèmes d'irrigation précises, des plateformes de conseil, des outils de traçabilité utilisant le blockchain, etc. Toutes ces initiatives nous montrent que les entrepreneurs sont capables de reformer la manière dont ils transforment et distribuent et produisent des aliments. Nous voyons qu'il y a toutes ces solutions ne sont bien entendu pas la panacée, mais elles peuvent contribuer à améliorer la productivité et ajouter de la valeur. Bien entendu, il faut créer des opportunités pour les jeunes, pour les femmes, pour transformer tous ces défis en des parcours permettant la croissance, en augmentant la résilience au changement climatique, en particulier sur le continent africain. Bien entendu, pouvoir accès aux technologies innovatives est un parcours qui est semé de nombreuses embûches. Il y a de nombreux facteurs pour l'accès aux finances, par exemple, la fragmentation des écosystèmes, le manque de compétences. Et bien entendu, tout ceci réduit la vitesse à laquelle et l'échelle à laquelle ces technologies, ces innovations peuvent être adoptées. Et donc, nous pensons avec le PAFO que le dialogue comme ceux d'aujourd'hui sont importants pour pouvoir apprendre vraiment de ces expériences du monde réel, pour pouvoir partager, échanger des leçons, méditer sur les conditions pratiques, les partenariats, les cadres politiques qui permettent de développer tout le potentiel d'invention qui est nécessaire pour ce monde en changement. Donc, je tiens à remercier les panélistes et les discutants bien entendu, pour le temps qu'ils veulent bien consacrer à cette session et pour ce qu'ils vont nous raconter. Je remercie bien entendu également l'Union européenne et l'OACPS pour permettre et tous les partenaires du programme Fit for Market Plus de rendre ces sessions possibles et ces échanges possibles. Et puis, je voudrais remercier finalement tous les participants qui sont ici avec nous aujourd'hui qui crée une communauté qui va bien au-delà de la session. Pour terminer, je nous souhaite à tous une session euh, fructifère, fructueuse, et que nous puissions définir ensemble le progrès qui nous permettrait de réaliser tous ces changements dans les systèmes agroalimentaires grâce à l'innovation, l'inclusivité et l'esprit d'entreprise et la résilience au changement climatique, bien entendu. Je vous remercie et je vous recède la parole à OFA. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces mots. Effectivement, donc, ces espaces sont là pour accompagner les divers entrepreneurs, les innovateurs, donc, pour les aider à améliorer donc, leur processus et à augmenter
performance. Donc, nous ouvrons donc officiellement donc, ce panel. Nous allons directement au vif du sujet et cette 24e session donc, aborde la thématique les innovations et l'adoption donc, des technologies par les entrepreneurs africains, comme Jérémy l'a mentionné. Et c'est une thématique vraiment essentielle parce qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge vraiment d'initiatives pour mettre des solutions très intéressantes et leur adoption reste un petit peu freinée donc, par les obstacles liés à plusieurs paramètres, notamment le financement, les compétences, donc l'accès aux outils et aux infrastructures. Et malheureusement, pourtant, donc, ces innovations donc, représentent une très belle opportunité et une opportunité unique donc, pour améliorer la productivité, renforcer la résilience face au changement climatique, ouvrir et ouvrir dans de nouvelles perspectives donc, pour les jeunes, les femmes dans le domaine de l'agriculture. Et au cours des échanges, donc, nous allons pouvoir aborder donc, les différentes innovations qui transforment la chaîne de valeur agroalimentaire, dans les défis auxquels font face les différents entrepreneurs pour les adopter, les leviers financiers, politiques et humains donc, qui pourraient faciliter l'adoption de ces innovations. Et enfin, donc, le rôle clé que les partenaires pourraient jouer pour pouvoir passer à l'échelle d'adoption donc, de ces technologies. Donc, nous commençons dans ce panel, le premier panel, avec notre premier intervenant qui est M. Samuel Rigou. M. Samuel Rigou est le fondateur et directeur général de Safi Organique, une entreprise kenyane qui transforme les déchets agricoles en engrais organique de haute qualité. Et son objectif vraiment, c'est de soutenir les agriculteurs dans leurs solutions et rendre accessibles les différentes solutions qui sont respectueuses de l'environnement. Et c'est un entrepreneur expérimenté avec plus de 12 ans d'expérience aujourd'hui dans la gestion de l'innovation, l'agro-industrie. Et sa passion donc, pour l'agriculture durable et la préservation de l'environnement a toujours guidé les différentes initiatives et réalisations qu'il a pu mettre en œuvre donc, sur le plan continental. Et Monsieur Samuel, nous avons hâte donc, de découvrir vos solutions pour améliorer la productivité des champs. Et vous avez 10 minutes pour votre présentation. Je vous remercie. Voilà, vous voyez là une photo de moi avec ma grand-mère dans les champs. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Il y a 20 ans, vous savez, on était à deux, on travaillait deux par deux pour procéder à ces récoltes. Aujourd'hui, on constate qu'on a besoin de travailler la terre pour pouvoir nourrir nos enfants. Il y a des millions de cultivateurs en Afrique aujourd'hui qui continuent à travailler le sol, mais malheureusement, il y a une véritable dégradation des sols et donc c'est un véritable combat. C'est une crise. 65% des sols ont été dégradés et ceci signifie que 4 milliards d'hectares par animal a été touché. Nous avons une baisse de 64% des rendements au cours des 20 dernières années. Comment se fait-il? Eh bien, c'est parce que les engrais et les intrants, finalement, ne sont pas abordables pour ces cultivateurs. Je vous donne un exemple d'un agriculteur ici à Moya Karinga. Eh bien, il doit payer 2 à 6 fois le prix d'un engrais, le prix qu'on trouverait pour cet engrais sur le marché mondial. C'est inacceptable. Eh bien, chez nous, chez Safi Organics, nous trouvons qu'il fallait trouver une solution. Et nous travaillons donc main dans la main avec les agriculteurs. Nous sommes des agrégateurs. Nous travaillons avec les jeunes et nous cherchons donc à agréger les exploitations agricoles avec, par exemple, de la biomasse. Vous voyez sur cette image que
En fait, ils transforment, grâce à la technologie, la biomasse en biocharbon. Alors, une fois qu'ils ont procédé à cette conversion, ils peuvent nous la vendre. Et quand ce biochar nous a été vendu, eh bien, nous pouvons ajouter des nutriments à ce biochar et donc on crée ainsi un engrais qui est beaucoup plus complet et qui peut être utilisé à lui seul dans l'exploitation agricole d'agriculture biologique. Nous avons constaté que les agriculteurs ont ainsi pu augmenter leur rendement de l'ordre de 30%. Leurs revenus, eux, ont grimpé de 50%. Donc, vous voyez, ceci améliore véritablement la vie de ces agriculteurs, tout ça avec une empreinte carbone négative. Alors, que disent les agriculteurs? Eh bien, nous avons ici Travis Jarrett qui se trouve dans la partie ouest du Kenya et son témoignage est le suivant. Il a une exploitation qui lui permet de cultiver les avocats. Et aujourd'hui, les fruits qu'il fait pousser ont une taille plus importante que par le passé, et ça c'est une bonne nouvelle. Il dit, grâce à mon revenu, j'arrive maintenant à payer la scolarité de mes enfants et désormais, je peux même faire des économies. Nous avons également l'image ici de Caroline, qui fait partie d'un groupe de femmes agricultrices. Elle dit, notre groupe a réduit ses coûts et amélioré la santé des sols, donc plus de café, et donc je témoigne que sa fille fonctionne. Et donc, elle peut vraiment en témoigner. Pour elle, tout a fonctionné bien. Et c'est la raison pour laquelle, tous les jours, nous nous levons en nous demandant ce qu'on peut faire de plus pour aider ces agriculteurs. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour la communauté également? Alors, nous travaillons avec quelques 18 000 clients agriculteurs. Nous avons créé 200 emplois ruraux. Donc, dans une chaîne de valeur qui n'existait même pas précédemment. Vous savez, Bagaz était certainement quelque chose qui ne considérait même pas la santé des sols, tandis qu'aujourd'hui, notre approche a vraiment permis de découvrir que pour la communauté, c'était une véritable mine d'or. Les communautés locales ont pu créer de l'emploi équivalent à quelques 50 000 $ américains. La biomasse fournie par les cultivateurs est convertie. Au préalable, elle aurait été simplement brûlée. Et nous pouvons donc valoriser cela. Et donc, c'est la séquestration du CO2. En 2015, depuis 2015, en fait, nous avons pu ainsi procéder à la séquestration de quelques 20 000 tonnes de CO2. Et donc, avec cette approche, nous avons pu ainsi recycler 35 000 tonnes de déchets. Et notre objectif, c'est que pour les 2 prochaines années, donc d'ici 2027, nous voulons toucher 200 000 agriculteurs de plus, créer 1 700 emplois ruraux et procéder à la séquestration de 200 000 tonnes d'émissions de CO2. Donc, nous avons ainsi des unités de production qui se situent dans les villages mêmes où habitent les agriculteurs. Et donc, les engrais sont produits sur place. Nous avons ainsi répondu aux objectifs de développement du millénaire. Nous avons pu ainsi faire un pas pour alléger la faim. Nous avons également agi sur l'objectif du millénaire numéro 12, qui est celui qui traite de la consommation.
et nous procédons à du recyclage de ce qui était avant tout simplement considéré comme des déchets. Et donc, je pense que tout ceci est très important pour la flore et la faune, et donc ça influence la qualité de vie. Alors, me demanderez-vous, et où est-ce qu'on intervient dans tout cela? Eh bien, vous pouvez nous soutenir parce que c'est une véritable révolution. Eh bien, comment pouvez-vous nous aider? Eh bien, parlez de nous avec vos contacts, avec votre public. Euh, nous sommes présents ici au Kenya, mais notre objectif évidemment de nous étendre au continent africain et même au-delà. Au court terme, au cours des 2 prochaines années, nous voulons donc, comme je vous le disais, ajouter quelques 200 1000 clients de plus. Nous cherchons toujours des investisseurs, des bailleurs de fonds. Nous avons besoin d'encore 3 millions de dollars, ce qui nous permettra donc d'avoir davantage d'impact auprès des agriculteurs en les aidant également à s'installer, et ainsi les unités de production pourront croître. Chacun apprendra davantage et vous participerez ainsi à un groupe de partenaires et de collaborateurs, parmi lesquels on trouve le MIT qui a joué un rôle essentiel en nous fournissant de la technologie, bien entendu, en nous montrant comment l'utiliser, notamment avec les engrais. Nous avons traduit également avec d'autres sociétés telles qu'IFDC et également Africa Climate Ventures qui a cru et investi en nous. Et puis alors, il y a tous ces projets pilotes en ce qui concerne la séquestration du carbone. Euh, et nous avons donc des crédits carbone qui est une nouvelle source de revenus, et nous continuons donc à travailler donc pour avoir une terre beaucoup plus pure et beaucoup plus saine. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à faire partie de cette révolution. Nous sommes ici pour nourrir 240 millions de personnes et d'aider 240 millions d'agriculteurs à sortir de la pauvreté. Donc, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous. Merci. Merci beaucoup, M. Samuel Ligou, pour cette présentation très instructive, et votre travail donc montre à quel point une innovation locale peut répondre à un problème beaucoup plus global, et la santé des sols, qui est la santé des sols, pardon. Donc, les différents témoignages que nous avons pu voir des agriculteurs et l'impact mesurable donc, sur la productivité, je pense que ce sont des résultats dont ils parlent vraiment d'eux-mêmes sur la pertinence donc, de vos solutions. Et je tiens à remercier encore une fois M. Samuel Ligou, donc, qui a contribué notamment aux échanges donc, sur les engrais organiques, sur un projet de recherche donc, Desira Lift, qui a été financé par l'Union européenne. Merci encore une fois, M. Samuel. Nous allons passer à la deuxième présentation de cet après-midi. Donc, nous allons écouter Madame Bethlehem Desjènes, qui est la fondatrice donc, de Zafri Papers. OK, voilà, qui est la fondatrice de Zafri Papers. Donc, c'est une entreprise avec laquelle elle a réussi à transformer les déchets agricoles en papier 100% sans bois, donc qui réduit en même temps la déforestation et crée donc du revenu donc, pour plusieurs milliers de petits producteurs. Et elle est déjà implantée en Éthiopie, en Zambie. Et aujourd'hui, Zafri Papers est un exemple donc d'innovation verte à très fort potentiel de croissance. Et Madame Bethlehem, merci pour votre engagement, votre leadership. Merci pour votre disponibilité et nous vous laissons la parole pour votre présentation. Merci. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je m'appelle Bethlehem, je suis éthiopienne et fondatrice et directrice générale de Zafri Papers. Je suis très honoré d'avoir été invité à
m'adresser à vous lors de cette session et je serai très heureuse de rencontrer chacune d'entre vous. Je vais rapidement vous présenter ce que nous faisons à Zafree. Mais avant cela, et avant de vous expliquer davantage sur nos activités, je vais vous présenter le problème auquel nous avons été confrontés pendant un certain temps, une opportunité, un problème qui s'est transformé en opportunité. L'industrie du papier consomme énormément d'arbres, 4 milliards d'arbres, plus de 4 milliards d'arbres sont abattus chaque année pour fabriquer du papier. En- Avec ce constat, et après avoir également vu qu'il y avait un autre problème dans les bananières où des millions de tonnes de euh, tiges de bananes le bananier sont laissés pourrir ou sont brûlés après la récolte tous les ans. Donc, nous avons réalisé que ces problèmes peuvent être résolus et nous avons vu une opportunité, une fenêtre pour notre activité. Nous avons décidé de fabriquer du papier à partir des déchets agricoles, en particulier de la tige de bananier qui sont abandonnés après la récolte pour pouvoir préparer du papier, de la pâte vierge papier Kraft 100% sans bois ainsi que d'autres solutions d'emballage. Bien entendu, il nous a fallu voir s'il y avait suffisamment de bananiers en Éthiopie et en Afrique. Et là où nous sommes basés, nous avons fait quelques recherches et nous sommes rendus compte qu'en fait, il y a énormément de tiges de bananiers qui sont abandonnées et en fait, actuellement, nous n'utilisons que 0,008% de l'offre totale de tiges de bananiers. En 2027, pardon, nous avons monté une usine qui est capable de traiter entre 100 et 200 tonnes par jour et nous n'utilisons que 4% de cela en Éthiopie. Si vous allez dans d'autres parties d'Afrique, en Ouganda, en Tanzanie, qui sont les principaux producteurs de bananes en Afrique, le même problème est présent. Donc, face à ce grand potentiel, Zafree a décidé non seulement d'avoir recours au marché euro-éthiopien, mais surtout le marché africain et peut-être même au-delà. Nous avons décidé de travailler avec des petits agriculteurs. Nous récupérons principalement les tiges bananiers auprès des petites exploitations agricoles. Nous extrayons les fibres et nous transformons également les déchets d'extraction de ces fibres en engrais organiques. Et je pense que Monsieur Samuel, j'étais très intéressé par votre présentation et je serais très heureuse de pouvoir avoir une conversation avec vous et voir si nous pouvons établir une collaboration en ce sens, parce que nous nous concentrons principalement sur la production de papier, mais également nous voulons éviter tout déchet. On veut transformer nos déchets d'extraction en un fertilisant organique, ce qui veut dire que tout le monde a à y gagner. Nous rendons également aux petits agriculteurs ce fertilisant organique. Donc, après l'extraction des fibres, nous utilisons la fibre pour la transformer en pulpe, en pâte à papier principalement. Et nous, bien entendu, nous collaborons avec les petits exploitants, comme je disais. Actuellement, nous travaillons avec des syndicats de fermiers qui représentent plus de 10 000 petits cultivateurs. Et à mesure que nous nous développons, le nombre d'agriculteurs avec lesquels nous pensons travailler va bien entendu augmenter au rythme de milliers. Donc, ceci étant dit, Zafree fonctionne actuellement à une échelle pilote, mais est en train de développer une usine beaucoup plus grande. Nous y travaillons également avec une des principales brasseries qui est disposée à tester nos produits et à les diffuser dans le monde entier.
Donc, en fait, les partenariats sont extrêmement importants, en particulier à notre échelle. Et si vous avez une idée innovante, si vous faites quelque chose qui devrait se développer, il est nécessaire d'avoir des partenariats avec ces grandes sociétés parce qu'en fait, c'est la seule manière dont on peut vraiment avoir un impact et c'est la seule manière de pouvoir dominer le marché et remplacer des produits nuisibles pour l'environnement par des produits plus sains. Donc, effectivement, nous travaillons avec l'une des plus grandes sociétés de brasserie du monde et nous pensons nous développer encore davantage. Donc, je serai très heureux, je suis ouverte à tout partenariat avec les personnes qui voient le potentiel de notre idée et qui seraient ouverts des clients qui voudraient travailler sur l'aspect engrais, sur l'aspect produit, ou qui seraient disposés à investir dans notre société. Ceci étant dit, je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci, Veterel, pour cette présentation et ce beau témoignage, je dirais, donc, qui nous permet vraiment de visualiser comment une innovation donc, peut avoir un double impact, donc notamment protéger nos forêts et générer donc, de la valeur ajoutée pour les producteurs et pour votre ouverture donc, à collaborer. Et je pense que c'est l'une des raisons donc, de l'existence donc, de notre série, donc, notamment faciliter la mise en relation entre les acteurs et la collaboration donc, entre plusieurs différents acteurs pour avoir beaucoup plus d'impact et augmenter donc les performances de nos entreprises sur le plan africain. Merci encore une fois. Et chers participants, je souhaite vous rappeler que l'onglet questions et réponses est disponible. Donc, vous pouvez laisser vos questions au fur et à mesure que les présentations passent. N'hésitez pas à remonter voilà, vos questions aux panélistes qui sont feront un plaisir vraiment d'y répondre et partager avec vous leur expérience, voilà, méthodologie et conseils. OK, nous allons continuer donc ce panel et nous poursuivons avec Monsieur Steve Oda, donc qui est le cofondateur et directeur donc, de AfriCéréales Group, donc une entreprise qui modernise l'agriculture en Afrique grâce à la technologie, la mécanisation et la formation. Donc, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, il travaille avec les producteurs et les coopératives et les aide à améliorer donc leurs pratiques et leur productivité, pardon. Donc, il a lancé Ikena, donc une plateforme multiservice donc, qui accompagne les acteurs agricoles vers plus d'efficacité et de durabilité. Et aujourd'hui, il est très engagé socialement et M. Steve est également président donc, d'une ONG Acting for Smile Benin, donc qui est une association, une organisation pardon, qui soutient les communautés rurales et les enfants des producteurs agricoles. Et Monsieur Steve, nous sommes très honorés de vous avoir et merci de votre présence. Et vous avez donc la parole pour 10 minutes de présentation. Merci. OK. Merci beaucoup à UEFA et salut à toutes les personnes connectées. Et j'espère que Nina est en train de me partager l'écran. Sinon, Oui, effectivement, c'est en cours. OK. Je pense que la présentation sera visible dans quelques minutes. Voilà. OK, super. Super, 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 super. Bon, déjà, le temps que l'écran soit prêt, je suis Steve Oda, comme il a été présenté, et cofondateur et co-CEO de AfriCéréales Group, qui est une entreprise basée au Bénin et en Côte d'Ivoire. Et plein écran, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais présenter en français. Vous avez les PowerPoint qui sont bel et bien en anglais. Donc voilà, permettre à toutes les communautés anglophones ou francophones de pouvoir suivre aisément cette présentation. Est-ce que je peux avoir ça en plein écran, en diapo? Oui, diapo. Cliquez sur diapo et puis allez sur. Voilà, voilà, c'est bon. OK, d'accord. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, AfriCéréales, qui est une entreprise Agritech qui est basé au Bénin, donc qui travaille, Seigneur, à mettre en place un écosystème digital
qui permet de connecter tous les acteurs des chaînes de valeur agricole. Donc, la présentation va se présenter comme suit. Je vais parler de qui nous sommes, Afri-Cereal Group, et présenter notre solution Figital et l'innovation, l'impact concret. Quel est notre focus de 2025 à 2027 et quelle est l'ambition que nous nous sommes donnés et pour plus de collaboration avec toutes les personnes qui nous suivent. Prochain slide. OK. Donc, Afri-Cereal, qui sommes-nous? Donc, Afri-Cereal, c'est une entreprise qui est créée au Bénin en 2020. Et nous nous sommes donnés comme vision de créer un écosystème digital qui permet de connecter les coopératives, les PME agricoles à des services agricoles modernes. Donc, nous sommes partis d'un constat qui est simple. C'est que après avoir accompagné depuis plus de 10 ans les petits producteurs, c'est qu'un constat nous a marqué. En dépit de leur potentiel et de leur courage, les petits producteurs agricoles sont exclus des services agricoles modernes. Et donc, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est faible et aussi parce que ils ne sont pas vraiment très instruits pour relever les défis de l'agriculture d'aujourd'hui. Et donc, cela a des conséquences sur leur productivité et aussi également les pertes qu'ils enregistrent en grand nombre. S'il y a une difficulté, je peux partager l'écran moi-même, non? Oui, Ah oui, ouais, je pense que vous pouvez y aller. Je pense OK. que Donc, notre collègue a eu un petit souci. OK, d'accord. J'espère qu'on voit mon écran. Oui, sauf que ce n'est pas encore en plein écran. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, Monsieur Steve. OK, d'accord. Donc, comme je le disais, en dépit de leur potentiel, de leur courage, les petits exploitants agricoles sont exclus des services agricoles modernes. Ils n'ont pas accès à du matériel agricole. Ils sont peu formés pour relever les défis de l'agriculture d'aujourd'hui et ils n'ont pas accès à un marché rémunérateur pour leurs services. Et donc, par conséquent, ils font beaucoup de pertes et puis ils ont des rendements très faibles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons mis en place une plateforme multiservice qu'on appelle Ikena, qui se présente comme un guichet unique de solutions pour les acteurs agricoles. Donc, sur Ikena, vous avez la possibilité en tant que coopérative de pouvoir intégrer vos membres, de pouvoir les former. Et vous avez également sur cette plateforme mobile la possibilité de louer du matériel agricole. L'activité agricole, elle est une activité sensible. Il faut avoir du matériel dans le bon temps, au bon endroit et pour pouvoir le réaliser. Donc, vous avez également la possibilité d'avoir un modèle de scoring. Donc, chaque coopérative, chaque producteur a un score, celui qui lui permet quand même, quand il se rapproche devant une institution financière, de démontrer qu'il a les compétences de pouvoir faire l'activité, de pouvoir être financé et de rembourser. Donc, nous avons également sur la plateforme multiservice Ikena, une plateforme de marché qu'on appelle une marketplace, sur laquelle vous avez la possibilité, si vous êtes fournisseur d'intrants ou bien un équipementier, de pouvoir vendre vos machines, vendre les intrants. Je prends par exemple Safi Organique ou encore Zafri qui ont leurs produits d'intrants qui peuvent vendre ça sur cette marketplace. Et l'innovation que nous avons créée derrière cette marketplace, parce que nous avons créé un marché de déchets agricoles. Donc, vous allez constater déjà quand Safi Organique et Zafri présentaient, il y a aujourd'hui beaucoup de déchets qui sont produits. Et ces déchets, on peut les transformer en engrais organique. Donc, nous avons ouvert un marché qui permet aux producteurs, au lieu de brûler les déchets, de pouvoir les organiser, de pouvoir les vendre sur cette plateforme pour permettre aux entreprises comme Zafri ou permettre aux entreprises comme Safi Organique de pouvoir sourcer la matière première et de pouvoir également. Les coopératives ont également la possibilité sur la marketplace de pouvoir offrir leurs productions pour vendre directement leurs services au marché, sans passer par différents intermédiaires. Donc, sur la plateforme multiservice Ikena, il y a également une plateforme de e-learning et de mentorat agricole qui permet, par exemple, à des experts, comme par exemple Immaculée, qui sont experts dans un domaine agricole, de pouvoir également se positionner sur la plateforme, quitte à pouvoir rentrer en contact avec des jeunes qui demandent des one-to-one pour pouvoir avoir des conseils et du mentoring. Donc, c'est ainsi continuer cette plateforme. Donc, aujourd'hui, quelle est l'innovation derrière que nous avons mise en place? Nous avons une approche qui est digitale, donc c'est physique. Donc, nous avons la possibilité de louer des matériels en physique
de pouvoir faire toute l'activité en physique et aussi utiliser l'approche digitale parce que le numérique aujourd'hui facilite le service. Ça, c'est une approche d'innovation que nous avons mis en place. Nous avons mis en place le marché des déchets agricoles, donc qui permet aujourd'hui de créer une économie circulaire dans le domaine de l'agriculture. Et pour cela, nous avons essayé d'interconnecter tous les acteurs du marché, les coopératives, les PME agricoles, les producteurs individuels. Et en 2021, nous avons impacté plus de 10 000 producteurs, voilà, qui quitte à pouvoir les former, quitte à pouvoir les accompagner dans la mécanisation de leurs opérations, ce qui a permis de pouvoir améliorer les rendements et les revenus de plus de 30 jusqu'à 30% et de réduire les pertes jusqu'à 15%. Donc, les résultats que nous avons pu faire également, c'est que la plupart de nos chiffres d'affaires sont venus de la mécanisation, des activités de rendement agricole, de mécanisation agricole, ensuite de l'assistance technique et de mise en marché. Quel est notre focus sur les 2 prochaines années en Côte d'Ivoire et au Bénin? C'est que nous sommes focalisés en fait sur la location du matériel et la marketplace et nous ambitionnons de devenir le Uber Plus et l'Alibaba de l'agriculture en Afrique de l'Ouest pour commencer et s'étendre également sur les autres pays africains. Donc nous ciblons un marché de 1,5 million de producteurs avec un objectif réaliste de 50 000 producteurs. Et nous prévoyons après 2027 une expansion vers les questions d'énergie, de stockage de proximité, parce qu'il faut que la matière première soit bien stockée déjà à proximité avant d'être étendue sur les marchés régionaux. Et ça, nous voulons travailler sur ces questions-là. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de devenir la principale plateforme multiservice en Afrique de l'Ouest et nous voulons le faire avec vous. Et donc, nous invitons déjà toutes les personnes qui sont intéressées de travailler avec nous. Je pense que Safi Organics peut travailler avec nous pour pouvoir sourcer les déchets et également pour vendre ses engrais à travers toute l'Afrique et également Zafri et qui peut aussi travailler avec nous, que j'aurai aussi le plaisir de pouvoir collaborer. Je vous remercie et merci pour ce canal que vous nous offrez pour partager nos services. Merci. Merci Steve pour cette présentation très très instructive et je pense que nous sommes très ravis de ce que cette plateforme que nous avons mis en place vraiment permet déjà de détecter donc des opportunités de collaboration de différentes institutions ici présentes, que ce soit dans le chat, que ce soit sur le panel. Donc nous sommes vraiment ravis de cela et merci pour ce partage et qui nous montre vraiment comment l'innovation technologique donc peut s'allier avec la solidarité et pour créer donc un véritable développement inclusif et favorable pour tous. Donc, merci pour votre temps. Nous allons revenir encore vers vous donc, pendant la section questions-réponses, donc pour les différentes questions qui seront posées. Et je rappelle encore à nos participants de ne pas hésiter à laisser leurs questions dans l'onglet questions-réponses et nous avons nos panélistes qui sont là. Je pense que c'est le moment de profiter voilà, au maximum de leur expérience. Merci encore, Monsieur Steve. Nous allons Merci. clôturer ce premier panel donc avec Monsieur Nathaniel Ejeba qui nous vient du Nigeria. Monsieur Nathaniel nous vient de Soilless Farm Lab. Donc, c'est un expert en agriculture et agroalimentaire et il est spécialisé dans la gestion de projets et le développement des entreprises agricoles. Et il a formé de milliers de jeunes agriculteurs et aidé de centaines de producteurs à améliorer leur rendement donc, grâce à des pratiques innovantes et durables. Et aujourd'hui, il est coach d'entreprise chez Soilless Farm Lab, et il accompagne plus de 70 entreprises agroalimentaires et soutient donc les différents modèles de financement novateurs tout en contribuant à l'obtention de certifications internationales pour promouvoir la qualité de leurs exploitations. Et Monsieur Nathaniel, nous sommes impatients de découvrir votre vision et voilà, votre vision d'une agriculture sans saisonnalité. Merci pour votre présence et vous avez 10 minutes. Merci. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir offert cette opportunité. C'est un véritable plaisir. Je remercie tous les participants et le public. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Soilless Farm Lab. Nous sommes des facilitateurs technologiques pour l'agriculture avec pour vision de garantir une production alimentaire non saisonnière parce que la faim ne l'est pas.
À cette fin, on déploie l'utilisation de cultures protégées, de la technologie hydroponique et des systèmes d'irrigation pour une agriculture de précision. Nous pensons que le processus de production alimentaire doit être sain pour l'agriculteur, pour le consommateur et également pour l'environnement. Soilless Farm Lab est un facilitateur pour l'agriculteur. Nous développons des outils, nous les déployons et nous formons également d'autres personnes à utiliser cette technologie. Alors, nous avons une série de, d'éléments dans lesquels nous croyons fermement. Nous croyons dans la technologie, que les processus agricoles doivent être en ligne avec la technologie aujourd'hui. Nous pensons également que c'est une entreprise rentable. Donc, nous pensons que l'agriculture doit être rentable pour garantir sa continuité. Nous pensons que il, il est bon d'utiliser cette occasion de la partager avec un écosystème plus élargi. Alors, qu'est-ce que nous faisons à Soilless Farm Labs? Nous participons à différents aspects du secteur agroalimentaire. D'une part, nous faisons des formations. euh, nous avons ceci par le biais de l'EYIA, l'entreprise pour les jeunes dans l'agriculteur, avec des camps de formation ou d'entraînement. C'est un programme où nous captons des personnes qui veulent se consacrer à l'agriculteur et nous les formons. Nous avons également une production de base, principalement de fruits et de légumes frais, comme des concombres, et nous pensons que la transformation est un élément important également pour pouvoir obtenir le plus de valeur de nos produits. Il faut leur ajouter de la valeur et donc nous lançons également dans la production d'herbes, d'épices et de légumes lyophilisés. Euh, et puis, on a une extension, un réseau important de fermiers que nous avons formés et à travers notre influence, nous leur fournissons des marchés, c'est-à-dire nous achetons les matières premières de ces euh, agriculteurs que nous avons formés et nous les vendons. Donc, nous faisons également du commerce agricole. Alors, comment est-ce que nous euh, euh, faisons adopter la technologie? Eh bien, principalement à travers cette initiative Enterprise for Youth in Agriculture, entreprise pour les jeunes en agriculteur, est une de nos plateformes de formation en collaboration avec la Fondation Mastercard, où nous avons formé 1000 jeunes chaque trimestre à la construction de serres, à l'irrigation, la mise en place de systèmes hydroponiques. Et c'est quelque chose que nous faisons gratuitement en collaboration avec la Fondation Mastercard. Dans Enterprise for Agriculture, Youth in Agriculture, pardon, euh, nous, comme je vous disais, avec la construction de serres, l'irrigation, la mise en place de systèmes hydroponiques, nous avons tenté de capter davantage de populations féminines. Et nous sommes parvenus à avoir une participation s'élevant à 70% de femmes. Et nous nous assurons que 700 sur 1000 jeunes, nous assurons que 700 fois, soient des femmes. Actuellement, nous avons des étudiants de Gambie, du Ghana et d'autres pays africains, même si nous sommes basés au Nigeria. Et puis, les formations qui durent pendant 3 mois se font sur le terrain. Et donc, nous fournissons également une allocation mensuelle et le logement. Après leur diplôme, nous avons également un mentorat qui poursuit leur apprentissage. Et donc, nous les accompagnons de la main, si vous voulez, avec une équipe d'agronomes
et des coachs commerciaux comme moi-même qui, qui aident ces jeunes dans le secteur agricole. Et puis finalement, nous leur fournissons également de l'aide pour l'achat d'intrants. Nous leur fournissons des semences, des engrais, tout ce dont ils auraient besoin pour pouvoir avoir une production qui soit réussie. Nous établissons des partenariats avec ces participants que nous avons formés et nous fournissons du soutien sur le terrain et tout ce dont ils peuvent avoir besoin, de l'eau, de l'énergie, des semences, en fait, tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Maintenant, ces 1000 jeunes sont regroupés, divisés dans des groupes de 50. Donc, nous avons 20 groupes et chaque groupe est immatriculé, enregistré comme une société indépendante. Ce qui veut dire que chaque trimestre, nous créons 20 nouvelles sociétés agroalimentaires, c'est-à-dire 80 par an. Alors, quels sont nos chiffres à ce jour? Pour l'entreprise des jeunes en agriculture, en 2023 et au cours des 2 dernières années, nous avons pu former plus de 27 000 jeunes à la culture hydroponique pour la création de systèmes d'irrigation, fabrication de serres, construction de serres, gestion de végétaux. Et au même moment, nous avons créé 200 entreprises agricoles. Comme je vous disais avant, nous créons ces sociétés à la fin de la période de formation des jeunes et nous avons également été capables de créer 26 000 emplois agricoles. Comme je disais, nous ne les enseignons pas seulement la construction, mais également du marketing, des techniques de vente, la mise en place de systèmes d'irrigation. Et donc, sur ces 2 années, nous avons pu utiliser avec notre initiative plus de 26 000 emplois agricoles. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Bien, à l'avenir, nous pensons à la création d'un système où ceux qui ont reçu une formation restent avec nous et établissent des partenariats avec nous pour pouvoir fournir des intrants et des marchés. Nous cherchons activement à obtenir des certifications d'ici l'année prochaine et à nous étendre dans 4 autres États au Nigeria. Et nous sommes ouverts à la collaboration. Comme je disais, nous sommes en train de former actuellement des participants de Gambie, du Ghana et d'autres pays africains. Donc, nous essayons d'élargir notre public et voir comment nous pouvons former davantage de personnes, partager notre technologie pour plus d'innovation. Merci beaucoup. Merci, Nathaniel, pour votre présentation. Nous avons beaucoup plus de plaisir à vous écouter et nous voyons votre approche. Donc, montre que bien au-delà de la technologie, il est aussi très important de former, d'accompagner et de créer des opportunités concrètes donc, pour la jeunesse africaine. Donc, merci pour tout ce que vous faites déjà. Et je pense que la présentation de M. Nathaniel marque la fin du premier panel et nous revenons tout de même vers eux, donc au cours de de la session questions-réponses. Donc, merci, très chers entrepreneurs. Nous avons beaucoup plus du plaisir à vous écouter et à apprendre donc de vos réalisations et de l'impact que vous avez concrètement sur les producteurs et pour le continent. Et nous sommes convaincus même d'ailleurs que voilà, tout autant que moi ou tout autant que nous, les différents participants ont beaucoup appris de vous et on peut voir les réactions donc, qui le démontrent parfaitement. Donc, sans grande transition, nous allons ouvrir le deuxième panel. Donc, ici, comme nous aurons deux institutions, donc qui sont des organisations pardon, qui appuient les entrepreneurs et travaillent à mettre en place un écosystème favorable.
pour la croissance de leurs différentes entreprises. Et nous allons démarrer ce panel avec M. Ndiaye, que nous remercions d'ailleurs pour sa présence. Il a été très occupé au cours de la journée, plusieurs panels, mais il a tenu quand même à se rendre disponible cet après-midi pour partager donc les réalisations de son institution et les différentes opportunités qui sont là pour les entrepreneurs africains. Et donc, M. Ousmane Ndiaye est le directeur général par intérim donc, de l'ACMAD, le Centre africain donc, des applications météorologiques pour le développement qui est basé à Niamey au Niger. Et il est spécialiste reconnu qui a beaucoup travaillé donc, à rendre l'information climatique utile et accessible aux agriculteurs et aux différentes communautés rurales. Monsieur Ndiaye, nous vous remercions encore d'être là malgré votre agenda chargé et nous vous laissons donc la parole pour votre présentation. Monsieur Ndiaye. De m'avoir invité. Et je m'excuse du bruit de fond. On est actuellement au Forum africain, ici à Addis Abeba, et c'est tellement occupé. Et vous entendez le bruit de fond, je m'en excuse. Donc, merci beaucoup. C'est un honneur d'être là, parce que le travail, notre rôle, c'est vraiment comment accompagner les petits producteurs comme les grands producteurs sur les questions climatiques. Comme on le sait, aujourd'hui, on sait très bien qu'avec le changement climatique, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à cela. Donc, comme vous l'avez dit, je suis directeur général du Centre africain pour les applications météorologiques au développement. Et on est ouvert pour travailler parce qu'on a des produits climatiques qu'on peut utiliser pour optimiser un peu nos décisions sur le plan de l'agriculture. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu comment utiliser intelligemment l'information climatique pour optimiser les rendements agricoles. Je pense que c'est Jérémy qui a, dans son introduction, a un peu parlé de cela, les problèmes liés au changement climatique. Le changement climatique, comme on le sait, c'est des manifestations aujourd'hui presque irréversibles dues à l'augmentation des gaz à effet de serre. Les manifestations les plus visibles, c'est l'augmentation de la température, l'avancée de la mer, les phénomènes extrêmes et l'acidification des océans. Bref, pour ce changement climatique-là, il y a deux choses à faire. Une chose, c'est de pouvoir s'adapter. On appelle ça adaptation. Comme son nom l'indique, comment faire pour vivre avec le changement climatique. Deuxième chose, c'est l'atténuation, qu'on appelle mitigation. Comment faire pour diminuer le changement climatique. Et Samuel, dans sa présentation, avait parlé que dans sa stratégie, il va diminuer le nombre de tonnes de CO2, n'est-ce pas, maintenant et d'ici 2027. Et ça qu'on appelle mitigation. Comment diminuer les gaz carboniques. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une augmentation de la population, donc une demande en nourriture, ce qui est bien pour l'industrie peut-être agricole. Mais le problème qui se pose, nos terres sont vraiment réduites. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup plus de logements pour les populations qui grandissent. Et ensuite, les terres ne sont pas extensibles, n'est-ce pas, à l'infini. Donc, ce qu'on a, on a besoin d'innover. On a besoin de produire plus dans des surfaces beaucoup plus petites. Et l'agriculture, comme on le sait, est liée aux intempéries. Que ce soit l'agriculture qui est directement pluviale, liée à la pluviométrie. Même si ce n'est pas pluvial, c'est lié à la température, à l'humidité, aux attaques, n'est-ce pas, des insectes. Et même si c'est irrigué, on a besoin aussi, n'est-ce pas, de voir quand est-ce qu'il faut faire des pratiques. Comment maintenant utiliser l'information climatique de manière intelligente? Ce qu'on appelle agriculture intelligente face au climat. Ça veut dire simplement, dans les décisions qu'on doit prendre, toutes les décisions en matière d'agriculture, comment prendre l'information climatique pour augmenter sa décision, soit pour éviter des risques, soit pour optimiser ses décisions. Je dois prendre une décision, qu'est-ce qu'il faut planter, quand il faut planter, etc. Je dois récolter, je dois enlever des herbes, je dois mettre des pesticides. Pour prendre cette décision-là, c'est de dire comment sera le climat quand je vais le faire. Et ce qu'on va voir un peu, je vais présenter un peu sur ça. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, la météo a beaucoup avancé. Les sciences de la météo sont beaucoup avancées. On comprend mieux aussi les processus aujourd'hui qui donnent de la pluie, qui donnent de la température. Nos ordinateurs sont devenus beaucoup plus puissants et beaucoup plus grands en matière de capacité. Quelqu'un a parlé de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est une méthode très forte qu'on utilise en matière de prévision climatique. Aujourd'hui, on connaît mieux, on observe mieux ce qui se passe sur la Terre en matière de climat. Pourquoi? Parce qu'on a des satellites qu'on a lancés depuis les années 80, qui sont maintenant très nombreux, et qui peuvent nous donner chaque 5 minutes qu'est-ce qui se passe au niveau de la Terre. Ce qui est formidable en matière de prévision climatique. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on anticipe. Il y a plusieurs formes d'informations. Je suis désolé d'être un peu plus technique,
mais vous allez voir, c'est quelque chose de très facile. Il y a l'information qu'on appelle la prévision immédiate. C'est une prévision qui se passe entre maintenant et les 6 heures à venir. En général, vous voyez, quand il y a des cyclones, les gens font des prévisions sur les 3 heures, sur les 2 heures, etc. Aujourd'hui, on peut prendre cette prévision qui est très, très précise pour comprendre un peu les tonnerres, là où ça tombe, n'est-ce pas, la foudre, vous sauvez des vies, n'est-ce pas? Il y a des fois des précipitations qui sont très dommageables, comment les éviter? Comment faire que, supposons, l'agriculture ou l'élevage, on peut, n'est-ce pas, ramener les bêtes dans les enclos? Quand on fait du séchage, comment faire pour éviter les heures qui viennent, que tout soit complètement mouillé, et le contraire aussi. Maintenant aussi pour la récolte, quelles sont les périodes optimales pour récolte? Ça, c'est une prévision qui existe, qui est très précise en général dans les 6 heures à venir. Une autre prévision qu'on connaît tous, c'est la prévision du temps. Tout le monde le connaît, la météo. Ce que M. Météo fait à la télé en général, c'est de prévoir 1 à 3 jours, jusqu'à 7 jours, dépendant. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir partout, même sur l'Internet. C'est prévoir quand et presque combien, à peu près combien, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Pour planter, supposons, on a besoin de cela. Pour savoir quand est-ce qu'il faut planter, il faut semer. On a besoin de ça. Pour faire des activités, comme supposons épandage d'engrais, mettre des pesticides, n'est-ce pas? Enlever les herbes, désherbage, etc. Tout ça, si on le fait, on ne prépare l'information climatique, on a des pertes énormes. Je peux vous donner des exemples qu'on a fait avec des paysans au Sénégal où les sols sont pauvres, il faut qu'ils mettent de l'engrais. Et l'engrais est très, très, très cher. Donc, quand ils mettent de l'engrais et il pleut l'après-midi, tout l'engrais est rincé et lessivé. Et donc, les plantes n'ont pas l'engrais qu'ils auraient à avoir en temps optimal. Et pourtant, travailler avec des institutions météorologiques leur permet de savoir que cet après-midi, il peut pleuvoir. Ce que j'appelle la prévision immédiate. Ils peuvent l'avoir, savoir. S'ils savent qu'il va pleuvoir l'après-midi, ils ne vont pas mettre de l'engrais. Et ça leur permet de gagner beaucoup de temps. Vous savez que des fois, les champs fertiles sont très, très loin de la ville. Donc, les gens font des kilomètres pour aller planter. Maintenant, s'ils savent qu'il va pleuvoir, supposons aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'aller au champ. Parce que tu vas aller jusqu'au champ, et après tu vas voir qu'il fait très nuageux, et ensuite il va pleuvoir, etc. Donc, tu peux sauver beaucoup de plus de choses en utilisant l'information climatique d'une manière intelligente. Si tu enlèves les herbes, et après il va pleuvoir, peut-être ce n'est pas optimal. Si tu enlèves les herbes, et après il y a une longue période de sécheresse, peut-être tous les herbes vont donner. Une autre expérience que je vais donner, c'est quand est-ce qu'il faut semer. Parce que les paysans, en général, quand ils sèment une fois, c'est très difficile de faire un ressemis. Et des fois, au Sahel, que je connais bien, il y a beaucoup de ressemis que les gens font. Pourquoi? Parce qu'ils sèment, et après, il y a 15 jours, 20 jours sans pluie, tout ce qu'ils avaient semé vont complètement disparaître. Parce qu'ils ne peuvent pas arroser. Donc, tout est perdu. Et s'ils avaient l'information climatique en sachant que certes, il a plu, hier, on a reçu de la pluie, 40 mm, le sol est mouillé, c'est un temps optimal pour semer, mais attention, quand je regarde la météo me dit que dans les 10 jours à venir, il y aura une forte probabilité d'avoir une séquence sèche, donc je ne sème pas. Et ça, c'est important d'avoir ces genres d'intervention dans l'information climatique. Une autre prévision, ce qu'on appelle la prévision saisonnière. Je pense que tout le monde le connaît ici. C'est une prévision très usitée aujourd'hui, ce qui veut dire que l'agriculture est saisonnière. Les types de plantes, les types de cultures sont saisonnières. Il y a des saisons pour telle culture, il y a des saisons pour telle autre culture, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une prévision qui se rapporte sur la saison. 1 à 2 mois, des fois 3 mois, on peut, sous les tropiques en général, c'est là où la performance est forte, on peut vous dire à l'avance, cette saison sera très pluvieuse, cette saison sera sèche, ou cette saison sera normale, avec des probabilités. Ça, je pense que ceux qui travaillent les météos savent très bien ce genre de prévision. Cette prévision-là, on peut l'exploiter pour savoir non seulement quel type, n'est-ce pas, de plante il faut semer. Je vais faire du mil, je vais faire du maïs, ou je vais faire un autre, parce que simplement, la quantité d'eau que j'ai besoin, la météo a prévu qu'il y a une probabilité que j'aurai cette quantité d'eau. Mais au sein d'une même culture, quand tu prends du mil, supposons, aujourd'hui, il y a différents types de mil. Il y a des mils qui font 60 jours, il y a des mils qui font jusqu'à 120 jours. Quel genre de mil je vais planter? Je vais semer. Et ça, la météo peut te dicter. Tu peux dire qu'avec la prévision, il y a une probabilité d'avoir une saison assez longue de 80 jours. Et je me dis, OK, d'accord, je peux couvrir un mil de 60 jours. Et maintenant, je diminue les risques liés à la prévision. Donc, la variété et aussi le type. Ça, c'est important. Même dans l'investissement, des fois, une saison, tu peux dire, OK, est-ce que je dois prêter beaucoup à la banque pour investir ou j'investis moins? Quand la saison sera sèche, tu dis, OK, je vais investir moins parce qu'il y a des tendances à la saison sèche. Quand la saison sera humide, je dis que je vais emprunter beaucoup d'argent, maintenant, investir beaucoup. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'assurance agricole. L'assurance indicielle agricole. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très usité où l'assureur peut venir te dire, OK, en fonction de la saison, tu peux acheter une assurance
pour doubler, n'est-ce pas, pour diminuer au moins tes risques, en sachant que je vais m'assurer pour tel produit très spécifique. Mais en utilisant l'information climatique, on peut même établir une assurance pour les privés qui peuvent le faire, ou ensuite savoir quel genre d'assurance je vais pouvoir faire cette année. Donc ça, c'est important. Ce qu'on appelle la prévision saisonnière. Il y a une dernière prévision, et je vais terminer par cela, je sais que le temps est en train de courir, c'est que ce qu'on appelle les projections climatiques, ou ce qu'on appelle en termes naturels le changement climatique. Aujourd'hui, tout le monde connaît le GIEC, ou IPCC en anglais, qui font ce qu'on appelle des projections. On utilise le mot projection. Pourquoi? Ce n'est pas des prévisions assez exactes qui te diront quand ou exactement combien, mais te diront la tendance. Comme aujourd'hui, je donne un exemple, il fait de plus en plus chaud. Tout le monde le sait. Chaque année, la chaleur augmente, la chaleur augmente. Ça, c'est ce qu'on appelle la tendance. Aujourd'hui, on a ces prévisions de tendance sur plusieurs choses, sur la quantité de pluie, sur les phénomènes extrêmes, etc., etc. Ça te permet, quand tu fais des investissements de long terme, par exemple, tu vas acheter un champ, tu vas augmenter ton champ, ou tu vas faire des travaux sur ton champ, ou tu vas quitter certaines cultures pour aller à d'autres cultures, ou des cultures qui ont besoin d'investissement en matière de bouture, en matière de plantage, etc. Je peux dire, avant de le faire, un investissement qui va aller sur 10 ans, sur 5 ans, avec un prêt bancaire, avec un investissement très lourd, d'achat de tracteurs, etc., je peux demander quelle est la tendance climatique dans cette zone. Est-ce qu'aujourd'hui, la culture que je veux faire, la tendance me dit que dans le futur, cette culture-là pourra être subie par le climat, par les conditions climatiques. Je veux dire la température, l'humidité et les précipitations. Et ça, on peut le faire. Aujourd'hui, tout le monde qui connaît un peu ce que je suis en train de dire, savent très bien que le GIEC en parle souvent sur cette tendance. Donc, travailler avec des institutions comme la nôtre, ou comme les nôtres, il y en a plusieurs, ce n'est pas seulement nous, ça te permet, n'est-ce pas, d'optimiser et de faire les choses d'une manière plus intelligente. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, des acteurs que vous êtes, des acteurs économiques que vous êtes, qui sont importants, n'est-ce pas, comment on peut travailler avec vous pour vous donner ces informations-là, et mieux, et savoir quelles sont les informations qui sont adaptées à vos décisions. On peut travailler avec vous pour savoir quelles sont les décisions que vous allez prendre et dire que maintenant, quelles sont les conditions climatiques qu'on a, probablement, bien sûr, c'est une probabilité, et maintenant, ça vous permet de prendre la décision. Parce que vous devez prendre, anyway, la décision. Vous devez planter, vous devez, etc., vous devez acheter, vous devez aller à la banque faire un prêt. Mais avant de le faire, au moins avoir une information climatique. Donc, on est ouvert, je rappelle encore, on est le centre climatique des applications météorologiques en développement. Donc, on est ouvert. Donc, vous pouvez prendre notre email, notre contact. On sera très, très ravis de travailler avec vous et de savoir comment on peut se compléter. Donc, je m'excuse si j'ai débordé à Alpha. Donc, voilà ce que je voulais présenter et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ndia. Je pense que c'était très, très instructif pour nous et vous n'avez pas débordé. Donc, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter et merci pour les différentes recommandations, les conseils, voilà, les enseignements que vous avez partagés et votre intervention vraiment nous montre combien l'information climatique est très stratégique pour planifier pour une planification vraiment agricole et la résilience donc des producteurs face à ces différents aléas du changement climatique. Et je pense que beaucoup reviendront vers vous pour avoir vraiment beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus de directives afin d'améliorer leur productivité, la productivité de leur champ. Merci encore, Monsieur Ousmane, pour votre disponibilité et votre partage. Et nous allons clôturer ce deuxième panel donc avec Dr. Daniel Kialo Willy, donc qui est responsable senior chargé des politiques et agroalimentaires et de la commercialisation auprès de l'African Agricultural Technology Foundation. Et il est économiste, donc avec plus de 15 ans d'expérience, spécialisé dans le développement et la commercialisation des technologies, la réforme des politiques et le développement donc des chaînes de valeur agricole. Donc, il est titulaire d'un doctorat de l'Université de Bonn. Il a publié, plusieurs articles sur la transformation agricole en Afrique. Docteur Kialo, nous vous remercions pour votre temps et nous vous laissons en fait, voilà, le temps de nous présenter donc les différentes solutions possibles et qui sont utiles également pour les entrepreneurs ici, donc dans la transformation technologique de leurs entreprises. Docteur Kialo, vous avez la parole. Merci pour votre Merci temps. beaucoup. J'apprécie vraiment le fait d'avoir pu recevoir cette opportunité offerte par le PAFO et le collège de vous présenter notre expérience du travail avec des entrepreneurs dans tout le continent. Je représente l'African Agriculture Technology Foundation qui a son siège à Nairobi, mais nous travaillons dans 23 pays en Afrique et
Nous avons deux leitmotifs. L'une, c'est que les agriculteurs en Afrique peuvent transformer leur mode de vie par l'accès aux technologies. Et deux, c'est que pour qu'une transformation puisse être durable, il faut que cette technologie puisse arriver aux agriculteurs par des démarches stimulées par le marché. C'est pour ça que nous avons que les entrepreneurs agricoles qui travaillent dans la commercialisation sont très importants pour nous. L'unité que je dirige la ATF, qui traite de la commercialisation et des produits agroalimentaires, principalement des entreprises semencières, des commerçants qui travaillent avec les intrants et la mécanisation et les solutions numériques. Je suis ici pour vous présenter quelques idées qui sont pertinentes pour le sujet d'aujourd'hui, principalement à travers le travail que nous réalisons. Nous avons soutenu la commercialisation des technologies agricoles et nous avons réalisé plusieurs constats. D'une part, il est important de développer des technologies, mais est-ce que le développement des technologies et son déploiement n'est pas une condition nécessaire pour avoir un impact important? Nous avons vu de bonnes technologies qui n'étaient pas commercialisées et même celles qui l'étaient. Nous avons pu voir que les agriculteurs les adoptaient puis les abandonnaient euh, et la même chose était vraie pour les entrepreneurs. Donc, il nous faut nous demander ce qu'il nous faut faire pour nous garantir que ces technologies soient durables dans les mains des utilisateurs. Je vais partager quelques statistiques avec vous qui présentent les lacunes et les opportunités potentielles dans le continent. Actuellement, le continent africain dépense plus de 50 milliards de dollars en importation alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment nous préoccuper. Pour pouvoir fermer cette brèche, il nous faut améliorer la production locale. Mais ceci est impossible lorsque moins de 20% de nos agriculteurs utilisent de façon systématique des technologies améliorées. Je veux dire par là l'adoption de technologies et l'utilisation constante de ces technologies pendant de longues périodes. Nous savons également que le continent africain qu'il y a énormément de solutions numériques qui existent sur notre continent, mais leur adoption reste à un niveau très faible. Et du point de vue des entrepreneurs, nous avons entendu de belles histoires ici dans ce webinaire. Nous avons entendu ce que faisait la société Safi Agro sur Soilless Farm, et Ikena et Zafri. Tout cela sont des expériences merveilleuses, des exemples d'esprit d'entreprise merveilleux. Et le continent est euh, plein d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entreprise, mais seulement 20% d'entre eux survivent après 5 ans. Et c'est pour cela que nous voyons que le secteur agroalimentaire en Afrique a un énorme potentiel entrepreneurial, mais il y a très peu de retour, de maintien de ces entreprises. Et donc, il nous faut voir comment nous pouvons améliorer l'adoption des innovations par ces entreprises pour les rendre plus durables. Alors, les 5 piliers, d'après moi, qui, dans notre expérience de travail avec des entrepreneurs agricoles, nous avons identifié des piliers critiques qui permet à développer les compétences entrepreneuriales et à maintenir les activités commerciales dans le continent. Nous savons que la technologie ne peut pas résoudre tous les problèmes et donc il nous faut nous concentrer sur un comment dire, une association de technologies complémentaires. Il faut penser, par exemple, aux technologies basées sur les semences, la mécanisation, les solutions numériques, toutes ensemble, avec une formation, un accès au marché, permettrait d'avoir des solutions durables pour le continent. Donc, les partenariats deviennent très importants pour pouvoir développer
l'esprit d'entreprise et pour que la technologie et les innovations soient au centre du secteur agricole. Nous savons que c'est un secteur à risque et il faut penser bien entendu au risque des investissements dans le continent en ayant des fonds renouvelables, penser à des financements mixtes et avoir des modèles d'assurance qui nous permettent de réduire les risques liés aux investissements agricoles. Nous savons que les jeunes sont une force que nous ne pouvons pas ignorer dans le continent. Et dès lors, il nous faut penser à continuer à autonomiser nos jeunes et nos femmes en particulier pour les ramener au centre de l'innovation et les accompagner dans des parcours entrepreneuriaux. Et c'est ainsi, avec des solutions numériques et la mécanisation, on peut rendre le secteur agricole plus attractif pour les jeunes et bien entendu pour les femmes. Et puisque les politiques sont très euh, importantes, nous continuons il nous faut travailler avec les décideurs pour pouvoir créer un environnement favorable qui doit être fondé sur des données probantes, sur des informations qui permettent d'établir le lien entre les données recueillies et les réformes politiques. Et donc, ceci rendra une politique déterminée pertinente. Et donc, les démarches intégrées qui réunissent innovation, marché, finance et politique nous permettront de créer des écosystèmes entrepreneuriaux résilients, ce qui permettra l'adoption de technologies. Et c'est pour cela, d'après moi, l'adoption des technologies et l'innovation est un catalyseur important pour l'entrepreneuriat africain. Nous savons que l'innovation et l'adoption des technologies peuvent potentiellement libérer la productivité. Nous avons constaté que des technologies permettant d'améliorer les semences, les engrais, la mécanisation aident les agriculteurs à augmenter leur productivité et leur rendement. Et ce sont des choses qu'il nous faut donc stimuler. Les intrants, la facture des intrants, nous avons vu, est importante. Et donc, les innovations qui peuvent permettre de stimuler la création de nouvelles entreprises pour que les jeunes entrepreneurs fassent usage des opportunités apportées par les technologies et les autres éléments dont j'ai parlé pour pouvoir élargir l'accès au marché et attirer des investissements dans le secteur. Donc, l'innovation ne se limite pas à des meilleurs rendements. C'est vrai que c'est important, mais l'innovation est également le combustible pour la prochaine génération d'entrepreneurs africains qui permettra de transformer les agriculteurs en des chefs d'entreprise et les petites et micro-entreprises en des moteurs d'une croissance inclusive. Pour terminer, je voudrais partager avec vous notre expérience de l'ATF, comment nous avons contribué au cheminement des entrepreneurs en Afrique. Quelques exemples que je voulais vous montrer, c'est une variété de maïs qui sont résistantes aux sécheresses, capables de supporter des conditions d'extrême sécheresse. Notre intervenant antérieur nous a parlé, nous a insisté sur le fait que le climat est en train de changer, que les pluies ne sont plus ce qu'elles étaient, et donc il nous faut des technologies reposant sur les semences pour permettre aux agriculteurs de pouvoir faire face à des problèmes comme les problèmes climatiques. Et donc, les variétés tolérantes à la sécheresse permettront aux agriculteurs d'être résilients et de produire mieux, même dans des conditions de pluviométrie réduite. En ce qui concerne les insectes, celles-ci peuvent également avoir un impact négatif sur le rendement, mais il y a des variétés qui sont capables de résister aux nuisibles. La mécanisation et les outils numérique, je ne peux pas insister suffisamment sur l'importance de la mécanisation. L'apparition de souches résistantes ou hybrides de riz
ont permis, par exemple, d'améliorer l'utilisation de ces technologies par la mécanisation et la culture a permis d'augmenter les rendements de 200%. Il y a des modèles de mécanisation. Nous avons un exemple, AgriDrive Limited, qui aide les agriculteurs par des services de mécanisation. C'est un outil également. Puis nous avons prouvé que l'adoption est plus rapide lorsqu'elle est motivée par des modèles commerciaux. Et donc, nous travaillons avec les entrepreneurs pour atteindre des modèles commerciaux qui pourraient les aider en leur fournissant des propositions à haute valeur ajoutée. Finalement, nous savons que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne peut pas être réalisé par le biais d'un seul partenaire. Il nous faut voir comment nous pouvons concentrer nos efforts, euh, d'abord pour réduire les risques, augmenter les innovations et l'adoption à échelle, ce qui est très important pour pouvoir avoir une croissance durable et inclusive. Et quand je parle des parties prenantes, je parle des entrepreneurs, ce sont ceux que nous avons écoutés aujourd'hui, les décideurs, les partenaires de développement et les organisations d'agriculteurs. Et chacun d'entre nous a un rôle fondamental, critique à jouer pour pouvoir euh, faire fleurir l'économie par l'innovation, l'adoption de technologies et par l'établissement d'entrepreneurs forts dans le continent. C'est ainsi que nous pourrons atteindre la phase suivante de transformation dans le continent. Une fois de plus, je tiens à vous remercier d'avoir invité l'ATF à prendre la parole dans ce webinaire et nous serons très heureux de continuer à collaborer avec chacun d'entre vous qui vise à améliorer la situation des entrepreneurs et des agriculteurs africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Daniel, pour votre présentation. Et merci en tout cas d'avoir rappelé avec force que l'innovation, pour réussir, donc, doit s'appuyer sur un écosystème vraiment complet, donc notamment la recherche, le financement, les politiques publiques, les entrepreneurs eux-mêmes. Donc, merci vraiment pour tous les apports et voilà, d'avoir étayé donc avec beaucoup de détails donc tout ce que la ATF fait donc pour accompagner nos entrepreneurs qui font voilà, des merveilles donc, sur le plan continental. Donc, nous avons des questions et donc, nous allons passer du coup à la page des questions-réponses où nous allons voilà, remonter les différentes questions que nos participants ont relevé donc dans la section questions-réponses et ce qui dénote justement de leur intérêt voilà, pour cette thématique et surtout pour les différents partages que vous avez pu apporter tout au long de ces échanges. Donc, nous allons répondre un peu, un peu comme la roue tourne. Donc, nous allons recommencer donc, avec Monsieur Samuel. Donc, Monsieur Samuel, nous avons quelques questions à votre endroit. Et la première donc, est de savoir si vous êtes là. Donc, la première de savoir, est-ce que vos produits sont subventionnés donc, pour faciliter l'accès aux agriculteurs? Donc, notamment, est-ce que ce sont les agriculteurs qui achètent ces produits? Et si oui, est-ce qu'ils sont subventionnés pour faciliter l'accès à ces agriculteurs? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, ça sera de savoir, donc, donc, le participant dit qu'il a été très émerveillé par votre présentation et son principal défi, donc à lui, c'est un défi bon, qui est lié au sol et à la maîtrise donc, des techniques de production et à l'utilisation des déchets. Donc, il voudrait savoir comment est-ce qu'il peut davantage bénéficier de votre expérience. Et la dernière question qui a été relevée à votre endroit, c'est de savoir donc quels sont vu donc du coup les effets néfastes de l'utilisation des engrais chimiques sur les sols, donc notamment la santé des consommateurs. Quelles solutions efficaces, selon vous, pourraient être mises en place pour remplacer cela et avoir surtout les mêmes rendements? Voilà. Donc, comment remplacer donc l'engrais chimique, mais quand même garder les mêmes rendements à l'issue de la production? Monsieur Samuel, si vous êtes là, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette série de questions.
Ce sont des questions vraiment très intéressantes. Première, recevons-nous un subside? Non, les agriculteurs payent le prix fort de l'engrais, mais nous exerçons une pression sur le gouvernement à travers différents organismes appelés l'OFIMAC, donc les fabricants d'engrais organiques au Kenya. Et nous demandons donc au gouvernement de considérer de fournir des subsides pour les engrais, l'achat d'engrais organiques et pour la production locale. Donc c'est un peu malheureux que l'agriculteur doit payer la facture complète de l'achat de l'engrais. La deuxième, c'est un commentaire qui pourrait être intéressant. Si vous pouvez tous entrer en contact avec moi, on peut parler, discuter et voir comment on peut établir un partenariat. Enfin, pour la dernière question, la question sur est-ce qu'on peut vraiment remplacer les engrais chimiques? Ma question je vais l'aborder, cette question, avec trois points. Rappelez-vous que le Sri Lanka est passé aux engrais organiques directement et on sait ce qui s'est passé, que ceci a mené à un renversement du gouvernement parce que les rendements étaient extrêmement faibles. Deuxièmement, euh, d'après les expériences qui ont été réalisées par la combinaison d'engrais organiques et inorganiques, les rendements étaient meilleurs qu'en utilisant uniquement les engrais organiques à court terme. Donc, il y a deux façons d'absorber ça. D'une part, nous avons des agriculteurs biologiques qui veulent qui veulent passer à la production biologique, mais parfois, il faut leur donner des intrants. Le fait que nous allons leur donner des intrants à un prix plus faible que ce qu'il y a sur le marché et les autres intrants, disons les pesticides, vont avoir un effet parce que ces coûts-là sont relativement élevés. Donc, il n'est pas possible d'adopter entièrement une production en utilisant des engrais organiques. Maintenant, nous pouvons, avec le premier point, ce serait de voir est-ce que nous avons une mixture d'engrais euh, organiques et inorganiques qui pourrait permettre aux agriculteurs de passer progressivement à les engrais organiques et puis après cela, ils pourraient avoir un passage entier aux engrais organiques. Mais la question qui se pose, avons-nous suffisamment de matériel organique pour pouvoir produire ces engrais organiques? Et pour ça, c'est la question suivante. Et la réponse, c'est oui. Le défi à relever, c'est comment agréger les matériels lorsque nous avons, et parce que nous avons choisi des jeunes pour cela, mais si vous faites quelque chose moins de 7 fois par jour, la ça peut être assez exigeant pour une seule unité et il faut qu'il y ait suffisamment de... Pour avoir une production de 7 tonnes, par exemple, il faut suffisamment de matériel pour pouvoir avoir 7 tonnes de production. Il faut à peu près 21 tonnes de biomasse tous les jours. Et il y a très peu de personnes actuellement qui, dans une zone déterminée, qui euh, pourront réunir cette quantité de biomasse par jour. Donc, c'est vrai qu'on est en train d'explorer les possibilités, mais les premières étapes que nous avons couvertes, c'est travailler avec des jeunes qui font l'agrégation pour nous, et donc avec 10 groupes qui réunissent leur production pour obtenir une tonne, nous serons capables d'arriver facilement. Donc, si chacun de ces groupes apporte une tonne, on arrivera facilement à 10 tonnes tous les jours et donc arriver à 20 tonnes avec le temps. Cela prendra du temps, c'est vrai, mais je suis convaincu que
cours des 10 prochaines années, près de 60% des agriculteurs en Afrique utiliseront les engrais organiques. Donc, c'est vrai, il faut reconnaître que les engrais chimiques ont contribué à la dégradation du sol, mais ce n'est pas le seul facteur qui y a contribué. Euh, il y a tellement d'autres facteurs. Et ici, à Safi Organics, nous associons notre engrais organique à des formations en agriculture durable. Et la raison pour laquelle nous avons créé cette formation aux agriculteurs, c'est que nous voulons que les agriculteurs comprennent que leurs terres doivent être soignées. Pas simplement leur donner des intrants, il faut également prendre soin de ces terres pour éviter l'érosion. Il faut comprendre qu'il peut y avoir de la moisissure sur les terrains. Donc, que les micro-organismes dans le sol doivent être dans les bonnes quantités. Et donc, la formation des agriculteurs dans ces domaines est un élément fondamental pour améliorer leur vie et simplement plus que de leur donner des intrants. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'améliorer les intrants, il faut former les agriculteurs et leur donner une autre vision sur leur culture. Merci beaucoup, Monsieur Samuel, donc, pour ces réponses qui ont été très, très exhaustives, je pense. Nous allons continuer donc avec Madame Bethléem Desjens. Et nous avons deux questions pour vous, mais avant de les poser, je tiens à rappeler donc aux participants qui ont posé la question, donc ils voudraient savoir dans quel pays donc, vous intervenez déjà. Donc pour l'instant, je pense, si je ne me trompe pas, que l'entreprise intervient en Éthiopie, en Zambie. Et voilà. Donc la première question, c'est de savoir, est-ce que les papiers donc, qui sont obtenus à travers les déchets agricoles et ceux qui sont obtenus à base de troncs d'arbres, comme on le connaît habituellement. Est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? Est-ce que c'est voilà, c'est la même qualité de papier? Donc, c'est la première question. Et la deuxième, donc, la participante voulait savoir si, euh, est-ce que vous utilisez d'autres types de déchets, donc en plus des troncs de bananier, pour la production des papiers et des fertilisants. Voilà, donc c'est un peu les deux questions qui ont été relevées et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à la première question qui concerne le fait de savoir si les papiers que nous fabriquons à partir de troncs d'arbres, de troncs de bananier, a la même qualité que celle qui existe sur le marché. Absolument. La qualité est la même, mais lorsque nous avons commencé, l'objectif que nous poursuivions, c'était de remplacer les produits le papier par un produit 100% libre d'arbres. Ce qui veut dire qu'on était en train de penser principalement à des clients qui utilisent le papier de façon régulière, par exemple les emballages, les produits sanitaires ou les produits qui sont utilisés quotidiennement, ce qui veut dire que le marché est énorme et cela veut dire également que le potentiel des acheteurs est important. Et donc, il nous faut absolument garantir la qualité et également le prix, parce que c'est la seule manière de pouvoir avoir une part de marché. Donc, effectivement, la qualité et la parité des prix est celle du marché. Nous avons pu le mentionner en établissant un partenariat avec l'une des principales sociétés productrices de bière, donc les brasseries AB InBev, Corona Beer, Budweiser, si vous les connaissez. Donc, on a établi un partenariat avec AB InBev pour qu'il teste le produit, qu'il vérifie la qualité et qu'il fasse une étude de marché du prix, mettons. Et effectivement, la qualité
est tout à fait en correspondance avec ce qu'on trouve sur le marché. Alors la deuxième, est-ce qu'on peut utiliser un autre type de déchet? Oui, en fait, toute plante fibreuse peut être utilisée pour produire du papier et produits issus du papier, mais la seule question, c'est de savoir si ces déchets sont disponibles, parce que si vous cherchez des clients qui vont utiliser énormément de produits, et qu'on veut vraiment avoir un impact sur le monde, il faut également que les déchets soient présents en quantité suffisante, euh, peu importe qu'il s'agisse de déchets provenant du houblon, du blé, du maïs. Il vous faut vous assurer que ce sera disponible et en même temps que vous pourrez assurer cette parité de prix. Donc, avec toutes ces considérations, nous avons déjà fait des essais sur une série de matières premières, mais pour le moment, on utilise ou on se concentre sur les déchets de bananières, mais effectivement, on peut faire du papier à partir de toute plante pour laquelle le nombre de fibres ou la quantité de fibres est suffisante pour préparer du papier. Merci beaucoup, Bethlehem, pour ces réponses et je pense que les participants doivent être très satisfaits et encore félicitations en tout cas pour les innovations que vous faites voilà, sur le continent. Donc, nous allons passer au troisième panéliste, donc Monsieur Steve Hoda. Nous avons deux questions pour vous également et donc la première est vraiment de savoir quelles sont les innovations numériques qui ont été les plus efficaces, voilà, à votre niveau pour relier donc les petits producteurs au marché et notamment aux services financiers. Quel est à votre niveau, quelles ont été voilà, ces innovations-là qui ont les plus marché pour vous? Et l'autre volet, c'est de savoir donc comment est-ce que vous garantissez l'inclusion numérique, voilà, avec les femmes et les jeunes, surtout que vous travaillez beaucoup avec les communautés dans les zones rurales. Donc, comment est-ce que vous assurez cela dans l'exercice de vos opérations? Merci, Monsieur Steve. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Donc, déjà, je commence déjà par la deuxième question. Et donc, pour dire déjà que je crois que dans quelques mois déjà, on va commencer déjà une formation de 16 000 personnes. Donc, voilà, les SAMA, ça veut dire que les femmes qui sont des commerçantes, voilà, comment utiliser le numérique pour faire leur activité. Et puis, les jeunes filles qui sont dans l'éthique, qui veulent utiliser l'éthique pour améliorer leur employabilité. Donc, c'est un projet de Mastercard et de Smart Africa, pour lequel Afrique Céréales va travailler en consortium avec PIG Bénin pour former sur 4 ans 16 000. Donc, c'est pour dire que déjà dans l'inclusion, on a déjà ces différents programmes qui sont prévus. Donc, pour revenir sur la technologie que nous sommes en train de développer, comment est-ce qu'on peut voir l'inclusion? C'est que il faut dire déjà qu'on a pris le soin d'avoir une approche qui est digitale, donc qui est physique et qui est digitale. Donc, il y a déjà des équipes terrain et puis des équipes digitales. Donc, les équipes terrain appuient également quand les communautés ont du mal à pouvoir utiliser ces technologies. Voilà, donc, ce sont aussi des technologies en plus qui sont online, mais qui sont aussi offline, donc tel qu'on a prévu. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont organisées sur le terrain, il y a beaucoup de formations qui sont organisées en ligne pour vraiment permettre à toutes les communautés d'être incluses dans les technologies. Pour répondre à la deuxième question. Bon, pour la première question, les technologies qui marchent, bon, la mécanisation, voilà. Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui en termes de mécanisation agricole. Donc, tous les services qui sont liés à la facilitation d'accès aux outils mécaniques, notamment les tracteurs, les moissonneuses, sont des services qui sont très demandés. Et de plus en plus, on a des jeunes qui sont en train de rentrer dans le secteur agricole. Donc, pour nous qui sommes sur le terrain depuis une dizaine d'années, il y a une transformation du monde agricole que peut-être que si vous êtes à l'extérieur, vous ne constatez pas. Et en temps, on avait des producteurs qui, jusqu'à 70, 76, 75 ans, qui sont encore là, mais qui sont en train de petit à petit de disparaître. Et il y a une nouvelle forme d'agriculteurs qui sont des personnes qui sont allées à l'école. Il y a des techniciens, des fonctionnaires qui sont en train de se reconvertir dans le secteur de l'agriculture, mais ils ont besoin de formation. Et c'est pourquoi sur la plateforme Ikena, on a prévu du mentoring et puis de la formation pour permettre à ces acteurs-là
de pouvoir comprendre le secteur agricole, comprendre les réalités de l'agriculture moderne d'aujourd'hui pour pouvoir vraiment bien opérer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Steve, pour ces réponses. Et merci, voilà, pour tout le travail que vous faites. Et je pense que chacun va tirer, voilà, parti de ce que, voilà, de ce qui l'arrange, voilà, pour l'impact dans ses activités. Donc, merci pour cela. Et nous allons écouter à présent Monsieur Nathaniel. Nathaniel, je pense que vraiment c'est pour revenir donc sur certains éléments que vous avez abordés quand même dans votre présentation. Et la question était de savoir quelle est la méthode que vous utilisez pour la production des fruits et des légumes à votre niveau. Est-ce que c'est la méthode hydroponique? Est-ce que c'est la culture sous serre? Est-ce que c'est l'agriculture biologique ou autre type de méthodologie que vous appliquez? Donc, ça, c'est la première question à votre endroit. Et la deuxième, c'est de savoir, est-ce que vous exportez donc vos services et vos produits au-delà de vos frontières, donc au-delà du Nigeria? Est-ce que, voilà, vos produits atteignent l'Afrique centrale, par exemple? Donc, ce sont les questions qui vous ont été posées. Merci Merci. beaucoup pour ces questions. Donc, pour la première question concernant nos méthodes de production, nous utilisons les technologies hydroponiques au Soilless Farm. Dans notre société, un des systèmes principaux que nous utilisons, c'est nous employons les écosses de riz, le produit, les déchets du riz que l'on utilise comme substrat pour nos systèmes hydroponiques. Donc, la méthode de production de base, c'est l'utilisation des systèmes hydroponiques, donc sans sol, des substrats, et ça, c'est des substrats qui ne font pas appel à de la terre comme système de production. Et nous le faisons également dans les serres. Nous avons différents modèles. Nous avons des filets, carrément des verrières. C'est donc une culture protégée. En ce qui concerne la deuxième question, notre marché n'a pas encore atteint l'Afrique centrale pour le moment. Nous euh, euh, pensons au marché du Royaume-Uni et des États-Unis pour le moment, mais lorsque nous augmenterons notre production, nous allons bien entendu étendre notre offre à d'autres pays. Nous travaillons également à l'obtention de différentes certifications qui nous permettront de le faire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nathaniel, pour ces réponses. Et vu que nous sommes un peu à court du temps, nous allons passer rapidement aussi à nos deux experts. Donc, nous commençons avec Monsieur Ousmane Ndiaye. Nous avons une question qui est transversale pour vous deux, donc notamment pour Monsieur Ndiaye et Monsieur Daniel Willy. Donc, cette question, elle est celle-ci. Donc, quand on parle en fait de système résilient ou de gouvernance dans le secteur du développement et de l'agriculture pour la restauration des sols, donc notamment l'amélioration de la fertilisation et les impacts du changement climatique. Est-ce que il y a des organisations qui accompagnent les jeunes donc à mettre en place voilà les mécanismes innovants? Donc voilà, au vu de tout ce que vous avez mentionné, est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous connaissez donc des organisations qui travaillent directement avec des jeunes donc à mettre en place ces mécanismes innovants? Et la deuxième question pour vous personnellement, Monsieur Ousmane, c'est de savoir, voilà, quand on parle d'agrotechnologie, comment est-ce que vous pourriez aider à l'utiliser les gaz à effet de serre, donc pour la fertilisation euh, et en tant que pesticide écologique afin de réduire donc les impacts du changement climatique sur les sols, donc de façon euh, plus efficace. Voilà, donc c'est un peu les deux questions qui vous ont été posées, Monsieur Ousmane, et vous avez la parole. Merci beaucoup et je remercie vraiment tous les discutants. J'ai beaucoup appris moi-même, beaucoup de choses que j'ai appris. Donc, pour revenir concrètement aux questions, pour la première, des associations ou bailleurs qui aident les jeunes. Bon, il y en a beaucoup qu'on a rencontrés. Il y a ENDA, Chairmont, qui fait beaucoup de choses. Il y a aussi le World Food Programme qui fait des choses, FAO. Et il y a aussi un programme qui s'appelle ECRA, que je connais, qui travaille un peu avec les jeunes.
Donc, il y a beaucoup de projets qui sont là et qui sont ouverts aux jeunes. Il faut aller aussi dans les fonds verts. C'est vrai que c'est les États même qui demandent, mais ils poussent un peu à que les gens travaillent un peu plus pour les jeunes. Donc, il y en a plusieurs. Je pense qu'il faudrait s'approcher de votre point focal sur l'environnement, je pense. Parce que c'est eux en général qui viennent beaucoup de projets de leur côté et les jeunes sont vraiment mis en exergue. Pour la deuxième question, au contraire, il faudrait faire attention pour diminuer les gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Donc, il faut avoir une vision de se dire comment on fait pour diminuer les gaz à effet de serre. Et pour cela, il faut avoir un estime, faire une évaluation de voir combien, parce qu'on appelle empreinte climatique, combien de gaz à effet de serre on est en train de produire. Ça, il faut toujours le faire dans son étude. Quand on a un champ, quand on a un business, et ça peut aller n'importe quoi, l'utilisation d'énergie, n'est-ce pas, l'agriculture en tant que telle, les différentes manières et méthodes agricoles, tout ça, ça produit des gaz à effet de serre. On peut l'estimer facilement pour avoir une idée. L'idée maintenant, c'est de les diminuer. Pour les engrais, je pense qu'il faudrait utiliser les engrais organiques. Les engrais produits venant des bouches de vaches, par exemple, etc. On les connaît très bien. Beaucoup de paysans, comment on les fait. Les engrais organiques, être bio, vraiment, c'est ça l'indicateur qu'il faut, et éviter les autres engrais. Maintenant, les gaz à effet de serre, pour revenir sur la question, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a le méthane, par exemple, qui sont produits par les vaches, par exemple, par les bouches de vaches, les gens qui font l'agriculture ou du riz, les gens qui mettent, c'est des produits azotés. Il y a beaucoup de méthane qui sont produits et des gaz à effet de serre. Il y a des manières de le capter. Des manières de le capter, c'est mettre, par exemple, recouvrir, n'est-ce pas, les surfaces où dégagent les gaz à effet de serre par des imperméables, essayer de les récupérer. Et on peut l'utiliser, en tout cas, comme des gaz butane pour les brûler, etc. Donc, il y a beaucoup de méthodes qui existent. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire sur cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, pour vos réponses. Et nous allons passer à Monsieur Daniel Willy. Donc, comme je le disais un peu plus haut, vous avez une question donc, qui est revenue pour vous deux, donc notamment sur les organisations que vous connaissez à votre niveau qui accompagneraient donc, les jeunes dans la mise en place de ces mécanismes innovants. Et la deuxième question à votre niveau, Monsieur Daniel, serait de savoir, est-ce que vous connaissez, donc parmi les variétés de semences que vous avez mentionnées, est-ce que, en fait vous connaissez qui sont résistants donc à l'extrême sécheresse et où est-ce qu'ils pourraient l'avoir? Et la dernière serait de savoir quels sont les enjeux donc, que vous voyez à votre niveau sur la technologie pour les entrepreneurs dans les 10 prochaines années? Voilà, c'est une question un peu voilà, de projection. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Daniel. Cool. Pour ces belles questions. L'une concernait les organisations qui apporteraient leur soutien à des jeunes impliqués dans l'agriculture. Ben, nous avons l'AATF, l'organisation par laquelle je travaille avec un bon nombre d'organisations dans le continent. Nous avons le programme l'AGRA qui a des programmes pour les jeunes. Nous avons l'FAO qui a également des programmes de soutien aux jeunes. Et la Fondation Mastercard, en fait, apporte beaucoup de soutien aux initiatives de la jeunesse. Donc, la liste est très longue, mais je vais en rester avec elle. Donc, oui, effectivement, nous avons une série d'organisations avec laquelle nous travaillons en ce sens. Il y avait une question concernant les variétés de riz qui seraient résistantes à la sécheresse. J'ai donné l'exemple, pardon, de maïs. Euh, Nous avons le maïs efficient du point de vue hydrique en Afrique. Nous avons mis à disposition 112 variétés dans 7 pays en Afrique, avec dans les différents pays. Nous travaillons avec des entreprises semencières dans différentes parties du continent et leurs marques commerciales peuvent varier. Mais ce qui est constant, c'est que vous verrez Water Efficient au Kenya. Nous travaillons avec plusieurs variétés de semences et vous verrez plusieurs sociétés qui les commercialisent dans le continent. En ce qui concerne ce qui attend les entrepreneurs dans les 10 prochaines années, du point de vue des bénéfices, le secteur agricole et commercial en agriculteur est en croissance très rapide. Nous avons énormément
d'opportunités pour les jeunes agriculteurs, entrepreneurs dans les 10 années à venir. Mais bien entendu, je pense qu'il nous faut d'abord nous poser la question, est-ce que nous créons un environnement qui permette à ces jeunes à, à prospérer? Et bien entendu, comment pouvons-nous rendre nos agripreneurs plus résilients et les aider à réduire les risques liés à l'investissement? C'est une question critique. Je dis plutôt qu'il y a moins de 20, il y a que moins de 20 entreprises, 20% des entreprises qui peuvent tenir le coup après les 5 premières années. Donc, c'est parce qu'il y a énormément de défis, en particulier pour le financement et les risques auxquels ils sont confrontés. Donc, si nous pouvons gérer toutes ces situations avec formation et compétences, l'avenir est prometteur. Ces réponses qui, je pense, clôturent très bien les deux panels. Et merci globalement à tous les panélistes pour vos partages, les ressources, voilà, les orientations et tout ce que vous faites, vous réalisez en fait sur le continent, donc en termes d'impact sur le secteur agricole. Donc, nous allons écouter, donc pour clôturer cette session, le docteur Baba Femi, donc, qui est le directeur général de la PAFO, donc pour les mots de fin de cette session. Donc, je rappelle que voilà, Dr Baba Femi est un professionnel chevronné qui a dirigé plusieurs organisations panafricaines dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'énergie et des finances. Et aujourd'hui, il met son expertise voilà, au service donc, des organisations paysannes. Dr Baba Femi, si vous êtes là, je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Merci à UEFA pour la modération de cette session combien intéressante. Je suis désolé, je n'ai pas pu être là dès le début avec vous, et je n'ai pu monter dans le train qu'en marche pour cette session. Bien entendu, au cours de la discussion d'aujourd'hui, euh, un- ce qui est ressorti principalement, c'est que l'innovation ne peut créer de la valeur que lorsqu'elle est adoptée, et qu'elle est utilisée par les personnes compétentes pour résoudre des problèmes réels. Il y a beaucoup d'idées dans le monde, mais l'exécution de ces idées est très rare. Donc l'adoption, c'est là le premier pas pour que la magie et le travail puissent porter ses fruits. Euh, si le résultat n'est pas le résultat attendu, je vais simplement distiller 3 grands points qu'il faut retenir de cette édition, les innovations, avec quelques commentaires sur ce que nous pouvons faire. D'une part, euh, la valeur commerciale. Nous avons de nombreux exemples de nos personnes de référence qui nous ont parlé de l'intelligence artificielle, du climat intelligent, les fintech, les plateformes agritech, mais euh, les technologies doivent être adoptées et réduire les coûts, pour réduire les coûts, avoir des cycles plus élevés, des espaces de travail plus sûrs et de meilleures marges et réduire l'empreinte carbone. À nos entrepreneurs, l'adoption suit si nous préparons le terrain. La leçon est très simple. Il faut commencer par le client et pas la liste officielle de pas à poursuivre. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a plein de goulets dans l'adoption et donc il faut une infrastructure qui soit abordable et que les compétences restent centrales pour une économie basée sur le numérique. Et donc, il faut qu'une adoption puisse se faire si les jeunes font confiance dans cette technologie. Et donc, il nous faut pouvoir faire participer toutes les parties prenantes, y compris les utilisateurs finaux de la technologie. Dès lors, je voudrais faire l'appel suivant à l'action, ce qui a été également amplifié par M. Daniel de l'ATF. À nos entrepreneurs, il faut
résoudre les problèmes qui sont spécifiques aux investissements, il faut que nous puissions, qu'ils puissent apporter des soutiens pour l'intégration. À nos décideurs, la mise en œuvre des politiques est très importante, de sorte à ce que les utilisateurs, qui sont ceux qui sont soumis à la réglementation, sachent ce qu'ils doivent faire et qu'ils puissent faire pour que l'innovation ait son sens. Les bonnes règles permettent de faciliter les choses, de faciliter la construction sans tout devoir renoncer à tout. Nos partenaires de développement coordonnent des efforts pour apporter leur soutien aux entrepreneurs, en particulier les startups, avec un financement adéquat et le support technique dont ils ont besoin. Et à notre communauté d'innovation, dites aux étudiants que les innovations peuvent porter leurs fruits et il faut vraiment le célébrer. Donc, le PAFO et le COLID ont collaboré pour l'organisation de cette série Innovation depuis de nombreuses années, qui est devenue une plateforme populaire pour la divulgation et présenter les innovations à l'entrepreneuriat, en particulier aux jeunes Africains. Compte tenu de l'intérêt de série pour le public, nous continuerons à soutenir cette organisation dans l'avenir proche. Nous avons commencé à 107 et nous sommes encore toujours 103 pour cette session, ce qui montre que les personnes sont intéressées par les sujets que cette série présente. Donc, je remercie le COLID pour son soutien administratif et technique. Je remercie nos intervenants, nos personnes de référence, les panélistes et toute l'équipe qui a été derrière l'organisation et qui a travaillé sans relâche pour assurer cette série sur les innovations. Merci à tous les entrepreneurs qui ont pris le risque de présenter leur travail à tous les participants qui se sont prêtés aux questions, aux critiques et qui ont offert leur aide. Sachons ce qui est maintenant possible. Les outils sont là, le talent est en train de se développer et il nous faut la confiance pour arriver au bout. Et une fois de plus, je vous remercie pour votre patience, pour les questions qui ont été posées, pour les contributions qui ont été réalisées et je serai très heureux de vous revoir pour la prochaine série Innovation. Merci beaucoup, Dr. Babafemi, pour ces beaux mots de clôture et nous renouvelons encore nos remerciements à nos très chers panélistes pour leur disponibilité, leur temps et le partage qui a été fait en tout cas cet après-midi. Et je pense que tous ensemble, nous nous sortons vraiment très satisfaits de cette session. Et merci à nos participants qui ont pris plaisir à partager et interagir avec nous tout au long de la session. Et nous remercions également la partie technique, donc notamment les interprètes, mes collègues Nina, Gaëtan, Zolina qui aussi dans le background ont soutenu donc la réussite de ce webinaire. Et nous donnons rendez-vous donc à la prochaine session. Vous aurez de nos nouvelles par mail pour la prochaine session, mais nous continuons les discussions justement sur la plateforme AgriNovators qui a été partagée par ma collègue et sous la thématique économie circulaire et résilience climatique. N'hésitez pas à réagir sous ce forum et je pense que nos différents panélistes se feront le plaisir d'interagir avec vous toujours. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou bonne fin de journée, dépendamment de votre pays d'origine. Et rendez-vous en novembre pour la 25e session. Bonne soirée à tous.